Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette autre édition de Vox Books. Alors que la notion d'État reste indissociable à celle de la souveraineté, l'adhésion aux différentes organisations internationales telles que l'ONU pose la question de la reconnaissance, de l'auto-limitation et du partage de la souveraineté. La coopération multilatérale qui en résulte ambitionne de couvrir tous les domaines, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. En matière de fiscalité, cette coopération internationale débordée par la globalisation de l'économie est minée par la concurrence et à laquelle se livrent les juridictions fiscales de nos jours. La mise en place d'une fiscalité globale, subsidiaire adossée à une organisation intergouvernementale universelle permettrait-elle de coordonner efficacement l'ensemble? C'est en tout cas le parti pris de l'auteur de cet ouvrage. Il s'articule donc ainsi autour de trois grands chapitres. Le premier présente les causes de l'érosion du pouvoir fiscal. Le deuxième donne un aperçu sur les mesures prises par les États pour contenir ce phénomène. Et le troisième porte sur la proposition de réforme du système fiscal international. Cette merveilleuse réflexion donc est l'œuvre de Alain Symphorien-Nzana Biloa. Il est inspecteur des impôts aujourd'hui en service au ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Alain Symphorien-Nzana Biloa, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est votre deuxième passage sur ce plateau de Vox Books. Je le disais à l'introduction de cette émission. Peut-être on a pu le comprendre à travers votre fonction aujourd'hui. Vous êtes lauréat de l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun et donc qui forme les inspecteurs des impôts. Entre autres, voilà. Après la publication de votre premier ouvrage il y a 2 ans sur la fiscalité que vous avez définie comme levier pour l'émergence des pays africains de la zone franque, et notamment vous avez pris le cas du Cameroun, vous vous intéressez cette fois-ci à la fiscalité internationale et notamment au phénomène de l'érosion fiscale internationale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où je terminais mon premier ouvrage, je me suis rendu à l'évidence que quand bien même les autorités camerounaises appliqueraient tout ce que je proposais dans ce premier ouvrage, il y a un pan de la collecte des impôts, c'est-à-dire un certain nombre de problèmes liés à la collecte des impôts qui lui échappent et qui ne peut être résolu qu'au niveau international, notamment à travers la coopération internationale en matière de fiscalité. Donc c'est pour ça, en fait, ce deuxième ouvrage est le prolongement de la première réflexion pour couvrir en fait l'ensemble du domaine que j'ai choisi sur lequel j'ai choisi de faire mener mes réflexions. Avant de parcourir justement les différentes pages de cet ouvrage, avant de le découvrir en réalité, je propose à nos téléspectateurs de découvrir ces livres disponibles en librairie. On se retrouve juste derrière. Kidnappé par des braconniers, Yombé le bébé singe est mis en vente sur le marché en Afrique. La vigilance d'Aliette, protectrice des chimpanzés qui traquent le trafic d'animaux sauvages, permettra de le sauver. Dans la forêt profonde du Congo, les vacances incroyables commencent pour Coralie, la très jeune maman de substitution du bébé chimpanzé. Jour après jour, elle va assurer l'équilibre de son petit protégé, lui apprendre à garantir et l'amener à retrouver le chemin de la liberté. Yombé, mon ami chimpanzé, de Bénédicte Le Guérinel, disponible aux classiques ivoiriens. Rebecca Baladio, dite Airbnb, jouit d'une notoriété sous la toile. Un monde qui se fait et se défait en un battement de cils. Mais Airbnb est une femme enthousiasmée et enthousiasmante, captivée et captivante, passionnée et passionnante, délurée et délirante. Pour vos cérémonies et les galas de vos œuvres de charité, comme il fait bon d'avoir son contact dans votre carnet d'adresses. Vous comptez décrocher un Oscar en tant que meilleur organisateur ou organisatrice d'un événement, pensez à l'inviter pour présider la cérémonie. Force de la toile quand tu nous tiens. Les yeux de mon assassin, de Marie Lissouk, disponible aux éditions Sépia. De retour sur le plateau de Vox Books avec toujours Alain Symphorien-Nzana Biloa.
Sauvons l'impôt pour préserver l'État, c'est le titre que vous avez choisi pour votre ouvrage. De quel mal, j'ai envie de vous demander, souffre l'impôt aujourd'hui et pourquoi estimez-vous que la survie d'un État en dépend? Tous les États du monde éprouvent aujourd'hui des difficultés pour collecter l'impôt, qui est la principale source, la principale ressource qui permet à l'État d'impulser le développement et de couvrir les charges courantes de fonctionnement d'un État. Pourquoi est-ce que la survie de l'État dépend de l'impôt? Déjà parce qu'il faut dire que l'impôt est associé même à la création de l'État. C'est-à-dire, à la création de l'État, il y a deux monopoles absolument liés. Le monopole fiscal, qui permet à l'État d'avoir des ressources, et le monopole militaire, je peux dire, qui permet à l'État d'assurer la sécurité. Mais en fait, je suis parti d'une observation un peu plus large que ça. Parce que l'État était jusque-là l'organisation sociale la plus puissante dans le monde. Et cette puissance lui venait des 4 domaines qu'on appelle les domaines de souveraineté de l'État, qui comprennent généralement la justice, la diplomatie, la sécurité et les finances. Donc, à l'observation, quand vous observez tout ce qui se passe dans le monde, l'État est en train de perdre pied sur tous ces 4 piliers de la souveraineté, notamment en matière de sécurité. Aucun État dans le monde aujourd'hui n'arrive à assurer la sécurité de son territoire, de ses populations, avec le phénomène des terroristes, des guerres et tout le reste. Quand vous revenez au niveau de la justice, à ce niveau également, il y a des problèmes, notamment ce que je peux considérer comme des États modestes comme le Cameroun, qui ont encore des difficultés à gérer leur système judiciaire, au point où nous nous trouvons encore avec des phénomènes comme la justice, ce qu'on appelle globalement la justice populaire. C'est un signe que l'État n'arrive pas à gérer totalement sa justice. Et même au niveau international aussi, en fait, la création du tribunal spécial, du tribunal pénal international était également un signe de l'affaiblissement de la justice étatique, parce que en fait, les États se sont rendus compte avec les crimes qu'il y a eu dans le monde, avec les guerres, qu'il y avait certains aspects que certains États ne pouvaient pas, certains problèmes, certains délits, certains crimes même que certains États ne pouvaient pas juger. Et les États ont décidé donc de mettre en place le tribunal pénal international qui peut juger certains crimes pour lesquels les États n'ont pas la capacité ou pour lesquels les États renoncent même de juger, comme ce qu'on a observé en Côte d'Ivoire avec les problèmes qu'il y a eu lors de la guerre post-électorale. Un Africain comme le président Gbagbo est plutôt jugé à Bruxelles au niveau du tribunal pénal international. Donc, c'était déjà un signe qu'également les États perdaient un peu pied au niveau de ce pilier de la souveraineté. Le troisième pilier, c'est la diplomatie. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez observer, la diplomatie n'est plus essentiellement étatique, pour ne pas dire que la diplomatie étatique est résiduelle. C'est les acteurs transnationaux qui font la diplomatie dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire les ONG, les multinationales. Le meilleur diplomate du Japon, c'est Toyota. Donc, c'est les multinationales et les acteurs qu'on appelle généralement les acteurs transnationaux qui font plus la diplomatie aujourd'hui à la place de l'État, déjà parce que la diplomatie coûte cher, elle demande des ressources humaines bien formées et beaucoup d'États n'arrivent pas à avoir à la fois les ressources humaines et les ressources matérielles pour couvrir le monde entier en termes de représentation diplomatique. Et le quatrième pilier, donc, justement, de la souveraineté étatique, c'est la finance. Au niveau de la finance, il y a 2 sous-piliers. Il y a d'abord la monnaie. Chaque État exprime sa souveraineté en battant sa monnaie. Or, nous savons que dans le monde aujourd'hui, beaucoup d'États vivent sans battre monnaie. Nous commençons par le cas du Cameroun, qui est dans la zone franc, qui ne bat pas sa monnaie à cause des accords monétaires signés avec la France. Vous allez même au niveau de l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne aujourd'hui ne battent pas individuellement une monnaie. Il y a une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie européenne. Donc, au niveau de la monnaie également, les États, on constate aujourd'hui qu'un État peut vivre sans battre absolument sa monnaie. Le deuxième sous-pilier en matière de finances publiques, c'est justement la collecte de l'impôt, parce que c'est l'impôt qui est la principale ressource qui permet à l'État de couvrir ses charges, d'impulser le développement, et même tout à l'heure, on a fait allusion à la justice, à la diplomatie et à la sécurité. Tous ces postes de souveraineté-là ont un prix, un coût. Et pour avoir la ressource qui permet de financer ça, il faut collecter l'impôt, entre autres, pour assurer la sécurité, la justice, la diplomatie et tout le reste, des objectifs que l'État est tenu d'assumer. Donc, pour moi, non seulement l'État a déjà un certain nombre de faiblesses au niveau des 3 autres piliers de la souveraineté, mais l'État a également une grosse faiblesse au niveau de la collecte de l'impôt.
Pourquoi sauver l'impôt pour préserver l'État? Parce que, en fait, c'est l'impôt qui permet à l'État de financer tout le reste. Donc, à partir du moment où l'État n'arrive plus à collecter l'impôt, suffisamment d'impôts à cause des raisons du pouvoir fiscal de l'État, l'État se met irrémédiablement en danger. C'est comme si vous n'arrivez plus à avoir de ressources pour voir aux besoins de votre famille. Donc, c'est un peu dans cette situation que les États, je dis tous les États du monde aujourd'hui se trouvent dans cette situation à cause du phénomène de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État qui les empêche de collecter le maximum de ressources possibles pour assurer les dépenses publiques, pour assurer la sécurité, la justice et surtout impulser le développement. C'est d'autant plus important pour les pays comme le nôtre qui sont encore, on les appelle les pays en voie de développement, qui ont encore besoin de beaucoup de ressources pour développer le pays. Or, avec la situation actuelle, si les grands États n'arrivent pas à collecter les impôts, à plus forte raison les États fragiles comme le nôtre. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Peut-être on pourrait pointer du doigt ces grandes entreprises, ces multinationales qui font, vous avez dit aujourd'hui, la diplomatie de certains États et qui pourraient imposer certaines règles à ces États et donc des règles qui leur permettraient de détourner ou alors de fuir l'impôt. Pourquoi aujourd'hui ces grandes multinationales ne parviennent pas à déclarer leurs impôts ou alors à payer complètement leurs impôts? C'est lié au phénomène de la mondialisation. En fait, au jour d'aujourd'hui, l'économie ne se déploie plus seulement à l'intérêt des territoires. C'est-à-dire, les multinationales ont un raisonnement mondial. C'est-à-dire, une multinationale ne réfléchit pas par rapport à la petite filiale qui est au Cameroun. La multinationale fonctionne pour avoir un résultat mondial. Mais ce qui se passe avec les multinationales, justement, c'est que ils ont imposé une sorte de concurrence fiscale entre les États qui leur permet de transférer généralement leurs résultats dans les pays où la fiscalité est faible et de laisser les perdre au niveau des pays où la fiscalité est élevée. C'est ça qui amène aujourd'hui les États à entrer dans une concurrence fiscale folle. C'est-à-dire, jusque-là, on connaissait le phénomène des paradis fiscaux, où il n'y a pas du tout d'impôt. Vous verrez que toutes les grandes multinationales ont au moins une filiale dans un paradis fiscal. Ces juridictions fiscales leur permettent de transférer indirectement les résultats là-bas pour ne pas payer les impôts dans les juridictions à fiscalité élevée. Donc, en fait, c'est le phénomène de la mondialisation et, je veux dire, l'hypercapitalisation du capitalisme de l'économie qui fait que les associés ou les PDG courent après le gain, le maximum de gains possible, au besoin en évitant de payer l'impôt, qui est quand même l'une des charges les plus contraignantes et les plus difficiles à éviter. Vous avez évoqué tout à l'heure les paradis fiscaux, les pays qui sont considérés comme ces pays qui hébergent, enfin c'est ce qu'on remarque, hein, que les pays paradis fiscaux aujourd'hui hébergent les entreprises les plus compétitives sur le marché international. Quelle peut être la conséquence justement de ces paradis fiscaux? Je posais la question de savoir quelle est leur capacité de nuisance. Oui, les paradis fiscaux ont une capacité de nuisance très importante. J'ai dit justement dans l'ouvrage que les paradis fiscaux sont à la finance publique, c'est que les terroristes sont à la sécurité. Parce que les paradis fiscaux spolient les États normaux en les empêchant de collecter l'impôt auquel ils ont droit. Vous avez un contribuable qui est situé au Cameroun, qui vous dit qu'il déclare ses impôts dans un paradis fiscal, alors que nous savons tous que il n'y a aucun impôt qui est payé là-bas. Ça fait que le Cameroun n'arrive pas à collecter les impôts sur tous ceux qui sont au Cameroun, qui profitent des efforts que le Cameroun fait en termes d'investissement et autres, tout simplement parce que ces gens prétendent qu'ils sont imposés dans un autre pays où nous savons que l'imposition est inexistante ou nulle. Donc les paradis fiscaux font mal, je dis, à tous les États du monde. Ils sont plus nuisibles que les terroristes pour la sécurité parce que un paradis fiscal attaque les finances publiques de tous les pays du monde à travers les transferts indirects de bénéfices, ce qu'un terroriste n'a pas encore pu faire. Alors, je vais proposer qu'on marque une petite pause. On va prendre le clin d'œil de la semaine. On va se retrouver juste derrière pour évoquer justement l'érosion du pouvoir fiscal et ce que vous proposeriez en tant que spécialiste de la fiscalité. On se retrouve derrière. Alors qu'on pleure encore les morts après les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire et de l'hôtel Radisson Blu de Bamako au Mali, ou encore l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso en août 2017, il est peut-être temps de réfléchir sur la marginalisation comme un ferment et un levain de la violence. C'est dans cet ordre d'idées que le professeur Paul Elvig Bachom
a publié l'ouvrage intitulé « Les parias de la scène internationale à propos des dynamiques inégalitaires de l'ordre mondial » présenté ce mercredi 6 juin à Yaoundé. Je constate juste que une des façons pertinentes d'étudier les relations internationales aujourd'hui, c'est de passer par ces faibles, par ceux qui sont impuissants, afin de déchiffrer ce qui se joue derrière les catégories de parias, d'infréquentables, d'états voyous. C'était ça l'intention. Cet ouvrage rend raison d'une division du travail international des parias entre les acteurs agis et les acteurs actants. Ainsi, le paria comme condition sociale subit l'inégalité tandis que le paria comme condition politique instrumentalise et fait usage de la précarité que confère ce statut pour être et exister sur une scène très concurrentielle et travaillée par les logiques de puissance créatrices d'inégalité. Donc finalement, le paria n'est pas une catégorie morale. C'est un type d'acteur qui cherche sa voie sur la scène internationale, une scène qui est fondamentalement inégalitaire entre ceux qui sont fréquentables et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont partenaires, ceux qui sont parias, simplement. L'auteur estime qu'en Afrique, les États tels que le Sénégal, le Soudan, le Rwanda et le Burundi ont un système de classification ethnique très avancé, ce qui fait que certains groupes tels que les Hutus ou les Tutsis ou encore les Fou et les Massali sont des catégories parias au sein de leur propre État. Alors, les parias sont une catégorie relative parce qu'on décrétera que vous êtes paria, vous n'assumez pas ou bien vous ne décrétez pas vous-même que vous êtes paria. On vous stigmatise donc comme paria parce que votre comportement est irrévérencieux par rapport à l'ordre établi, parce que votre comportement tranche avec les usages. Agrégé de sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2 et enseignant permanent à l'Institut des relations internationales du Cameroun, le professeur Paul Elvic Bachom n'est pas à sa première production. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage intitulé « L'Afrique dans les relations internationales » publié en octobre 2016 aux éditions La Doxa à Paris, mais aussi de nombreux articles portant sur les organisations internationales et la sociologie de la guerre civile. Les parias de la scène internationale à propos des dynamiques inégalitaires de l'ordre mondial, un essai de 293 pages publié chez L'Harmattan. Merci d'être avec nous une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous recevons Alain Symphorien Danabiloa. Il est inspecteur principal des impôts aujourd'hui en service au ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille. Il est également l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sauvons l'impôt pour préserver l'État », un essai de plus de 320 pages publié aux éditions du Panthéon. Alors, Alain Symphorien Danabiloa, aujourd'hui on remarque également, et vous le soulignez très bien dans l'ouvrage, que les États se mobilisent de plus en plus pour trouver des solutions à l'érosion de leur pouvoir fiscal. Que leur proposeriez-vous en tant que spécialiste de la fiscalité? Comment peuvent-ils faire? Ou alors, que doivent-ils faire concrètement pour contrecarrer cette hémorragie fiscale sur le plan national d'abord? Oui, la mobilisation des États est à la mesure de l'ampleur des dégâts que cause le phénomène de l'évasion fiscale internationale. Si vous observez dans le monde, il y a deux sujets qui sont à la une, dont on parle dans toutes les rencontres internationales: sécurité, fiscalité. Justement parce que les États se sentent de plus en plus en danger, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des ressources pour régler les problèmes auxquels le monde est confronté. Donc la coopération internationale, justement, avait été imaginée à l'époque pour permettre aux États de trouver des solutions communes aux problèmes également communs. Et en matière, que ce soit en matière sociale, en matière économique, en matière de sécurité, vous avez un certain nombre d'organisations mondiales, régionales, sous-régionales, dans lesquelles les États se retrouvent pour régler les problèmes d'ordre commun. Et en matière de fiscalité, il y a jusque-là, la coopération internationale en matière de fiscalité s'effectue à deux niveaux. Il y a la coopération bilatérale, qui réside essentiellement au niveau des conventions, on appelle ça les conventions fiscales bilatérales entre deux États. Par exemple, entre le Cameroun et la France, il y a une convention fiscale qui donne les droits d'imposition de chaque État pour éviter la double imposition des contribuables qui sont entre le Cameroun et la France. Maintenant, au-dessus de la coopération fiscale bilatérale, il y a donc la coopération fiscale multilatérale qui s'opère au niveau sous-régional comme au niveau de la CEMAC, au niveau régional comme au niveau de l'Afrique, au niveau mondial comme au niveau de l'ONU, avec le Conseil économique et social qui a un aspect important qui porte sur la coopération fiscale. Vous avez également les organisations intercontinentales comme l'OCDE,
comme l'OCIAT, qui également regroupe les États comme le CREDAF, comme il y a aussi au niveau de l'organisation de coopération de la Commonwealth, il y a aussi le CATA, qui regroupe également les États membres du Commonwealth, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes auxquels les États sont confrontés pour collecter l'impôt. Le problème que je soulève dans l'ouvrage, c'est que jusque-là, contrairement aux domaines comme la sécurité, il n'y a pas une structure au-dessus qui chapeaute et qui permet de coordonner tout. Vous savez qu'en matière de sécurité, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU essaie d'organiser tout dans le monde. Or, la coopération fiscale internationale telle qu'elle se fait aujourd'hui est un peu désordonnée, un peu déconnectée, désarticulée, ce qui fait que les États n'arrivent pas à trouver la réponse aux problèmes fiscaux actuels de plus en plus pressants avec le niveau de coopération internationale tel qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je propose dans mon ouvrage qu'on mette en place une structure au niveau de l'ONU qui va s'occuper, qui va chapeauter donc la coopération fiscale internationale en matière de fiscalité dans le monde, et qu'au besoin qu'on mette en place également une fiscalité globale subsidiaire. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation et les sociétés multinationales, ce qu'on a constaté, c'est que le fait que chaque État veuille imposer la filiale de la multinationale qui sont sur son territoire fait que finalement, tous les États du monde perdent de l'argent. Et il y a même d'autres structures aujourd'hui, comme il y a la commission pour la réforme, la commission indépendante pour la réforme du système fiscal international, qui a également publié un document en février 2018 qui arrive à la même conclusion, qui propose en fait que pour les sociétés multinationales, qu'elles soient imposées une seule fois et qu'on répartisse donc l'impôt entre les différents États dans lesquels la multinationale déploie ses activités. C'est la seule solution aujourd'hui parce que en prélevant l'impôt sur la filiale qui est sur votre territoire, vous avez l'impression que vous prélevez beaucoup d'impôts, mais en fait, vous ne voyez pas ce que la multinationale délocalise et envoie dans les paradis fiscaux. Ce qui fait que tous les États du monde, surtout les États à fiscalité normale, si je peux le dire, subissent un peu les affres des paradis fiscaux et des stratégies d'optimisation fiscale abusive des multinationales. Finalement, il y a les petits États, ce qu'on appelle paradis fiscaux, en réalité ne vivent que de ça. C'est-à-dire que leur fonds de commerce, c'est de promettre des avantages fiscaux énormes aux non-résidents. C'est-à-dire des gens qui ne vivent pas chez eux, qui profitent de ce que les autres États font comme effort en termes d'investissement, en termes de modernisation, mais qui ne paient pas les impôts dans cet État et paient quelque chose de minime, d'insignifiant dans ces petits États qui n'ont pas les mêmes problèmes que les États structurés. Donc, en fait, c'est un phénomène d'égoïsme mondial, si on peut le dire, qui fait que au jour d'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais quand il faut proposer la solution, il y a des différences au niveau des points de vue. Mais la solution et la seule solution, c'est réformer le système fiscal international. Parce que si on ne réforme pas le système fiscal international, j'ai peur que le monde ne se retrouve dans des difficultés énormes. Vous avez déjà répondu à cette question parce que j'allais poser la question de savoir, sauvons l'impôt pour préserver l'État, comment? Je crois que c'est ça la solution idéale. Oui, si les États du monde n'ont plus de ressources pour régler les problèmes mondiaux, le monde va se retrouver dans des difficultés énormes et je n'arrive pas à imaginer ce qui va se passer. Vous avez vu les problèmes qu'un pays comme la Grèce a connus, qui étaient dus en grande partie à la défaillance de son système fiscal. La Grèce, ce n'est pas un État. Si c'était un pays africain, on allait dire, bon, c'est les Africains. Voilà un pays de l'Union européenne qui se retrouve à ce niveau de difficulté, justement en grande partie parce qu'il n'arrive pas à collecter les impôts. Parce qu'il faut dire que les riches en Grèce, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, les propriétaires des bateaux et autres, sont les premiers à ne pas payer l'impôt. Et vous avez vu comment la Grèce a été, je veux dire, ridiculisée, humiliée. Donc c'est ce qui peut arriver à chaque État dès lors qu'il n'arrive pas à collecter le minimum d'impôts possible pour couvrir ses charges. En tout cas, merci d'être passé, merci d'avoir éclairé la lanterne de nos chefs d'État, peut-être nos responsables de la fiscalité dans de nombreux États qui sont concernés par cette évasion fiscale. Merci d'être passé surtout sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mon plaidoyer s'adresse effectivement au chef d'État. Il faut qu'il prenne conscience de la gravité de la situation. Je l'espère également. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes inspecteur principal des impôts aujourd'hui en service au ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage intitulé « Sauvons l'impôt pour préserver l'État », un essai de plus de 320 pages que vous avez publié tout récemment aux éditions du Panthéon.
Merci également à vous de nous avoir suivis à la maison. Je rappelle que nos adresses restent disponibles. Vous pouvez nous joindre comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire. Je vous laisse, comme il est de coutume, avec quelques livres nouvellement parus, tout en vous souhaitant une excellente semaine et qu'on se retrouve dimanche prochain. Au revoir. Melinda Ngolé est un ingénieur remarquable qui a toujours vu le bon côté des choses malgré les circonstances difficiles de la vie. Dans le feu de la romance avec son fiancé Melvin Tanga, Melinda va voir tout l'espoir qu'elle avait placé en lui s'écrouler comme un château de sable à cause des effets néfastes de la routine. Malgré la déception amoureuse qui l'a profondément blessée, effondrée, meurtrie et désillusionnée, elle finira grâce au soutien de ses proches à revêtir sa cape de Wonder Woman comme jadis pour redonner à cet amour son lustre initial. Le revers de l'amour de Valérie Brenda Coigneux, nouvellement paru aux éditions Edilivre. En Afrique de l'Ouest, en Europe, on parle souvent de ceux qui tentent d'atteindre les côtes européennes, de ceux qui réussissent et de ceux qui tragiquement meurent sur le chemin. Mais on oublie les épouses de ces émigrés, celles qui restent au pays, qui attendent. Elles se retrouvent face à la solitude, à leurs rêves d'argent envolés, à la maltraitance morale, parfois physique. Après avoir attendu de longues années, certaines parviennent à se délirer d'un mariage, de ces longues nuits dont elles ne veulent plus. Mais le chemin est compliqué et douloureux, tant la passion familiale reste forte. De si longues nuits, la solitude des épouses d'émigrés en Afrique de l'Ouest, de Leila Adjovi et Aurélie Fontaine, nouvellement paru chez l'Harmattan. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.